Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de ratio de valorisation. Plus précisément, on va parler du PER, qui est vraisemblablement le ratio de valorisation le plus connu et le plus utilisé pour valoriser des sociétés cotées. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire Price Earnings Ratio, ou en français, ça veut dire cours sur bénéfice. Donc, très concrètement, ça veut dire qu'on divise le prix de l'action par le résultat net de la société sur 12 mois par action. Alors pour vous donner une petite idée un peu plus concrète, à quoi ça correspond, donc quand vous dites qu'une société a un PER de 10, ça veut dire que si vous achetez des actions de cette société, vous les achetez sur une base de valorisation de 10 fois le résultat net. Donc en réalité, il y a trois types de PER. Le premier type, c'est ce qu'on appelle le PER classique. Donc dans ce cas-là, le dénominateur, hein, c'est-à-dire les earnings, vont correspondre au bénéfice net de l'année précédente ou des 12 derniers mois. Hein, donc c'est un bénéfice net qui est passé. La deuxième méthode, ça va être une méthode qu'on va appeler forward PE. Donc globalement, ça veut dire qu'on va prendre pour le dénominateur, pour le résultat net, en fait une estimation du résultat net, par exemple pour l'année en cours. Hein, donc c'est en utilisant le résultat futur ou en cours. Et le dernier type de PER, c'est un PER particulier qui a été inventé par un économiste qui s'appelle Robert Shiller. Donc il s'appelle le CAP ou le Shiller P/E ratio. Donc pour celui-là, au dénominateur, en fait, ce qu'on va prendre, c'est une moyenne ajustée de l'inflation sur les 10 dernières années pour le résultat net. Donc, ce qui est intéressant avec ce dernier calcul, c'est que en fait, on va lisser les effets des cycles économiques et également des années plus exceptionnelles à la hausse ou à la baisse pour les entreprises. Et donc, dans le cadre d'une analyse sur du long terme, c'est vrai que souvent, ce dernier, le CAP, va être un peu plus pertinent pour faire l'analyse. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut interpréter la valeur du PER et son évolution dans le temps? Donc là, il va falloir distinguer plusieurs choses. Donc d'abord, si on est face à des PER qui sont excessivement élevés, historiquement excessivement élevés, là, la plupart du temps, ce qu'on va considérer, c'est qu'on est face à un marché où les actions sont survalorisées. Et à l'inverse, si on est à des niveaux historiquement bas pour le PER, on va considérer que les actions sur ce marché sont plutôt sous-valorisées. Donc ça, c'est la première chose, la valorisation. Et ensuite, au niveau du mouvement, de l'évolution du PER, si on est face à un PER qui est en progression ou en forte progression, là, la signification que ça a, c'est que le marché anticipe une amélioration des conditions économiques et des marges des entreprises, alors qu'à l'inverse, si on a un PER qui diminue, eh bien, ce que ça veut dire, c'est que le marché anticipe une dégradation des conditions économiques et une diminution des marges des entreprises. Donc sur ce graphique, on peut justement observer l'évolution du ratio PI. Donc c'est le Shiller PI ratio, qu'on appelle aussi le CAP ratio. Et là, on est uniquement sur les États-Unis, c'est-à-dire que c'est un ratio qui a été calculé à partir du S&P 500. Et vous voyez, on a vraiment une visibilité sur une très longue période, depuis les années 1870. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant souvent avec les données sur les États-Unis. On a vraiment de la visibilité sur des périodes très très longues. C'est pas toujours le cas avec les autres pays, mais les États-Unis, c'est intéressant hein, pour faire ces analyses de très longues périodes. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que globalement, il y a, je dirais, deux périodes. On a une période qui va jusqu'aux années à peu près 1995, où globalement, la plupart du temps quand même, on va être entre 10 à peu près et 20 au niveau de ce pays, excepté certains moments, par exemple au moment du Black Tuesday. Mais on a quand même une moyenne voilà, qui tourne autour de 15 et avec des oscillations autour de cette moyenne. Après 95, on a l'impression quand même qu'il y a un changement un peu structurel
puisque la plupart du temps, on est quand même toujours au-dessus de 15, voire toujours au-dessus de 20. Et en moyenne, vous voyez, on doit être autour de peut-être 26, 27 à peu près en termes de pi. C'est quand même très nettement supérieur, hein, à la phase précédente. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a un peu ce changement depuis la fin des années 90. Aujourd'hui, on se situe autour de 30, donc là 29,4 aujourd'hui, ce qui est bon, historiquement à peu près le même niveau, vous voyez, que le Black Tuesday. Donc on a quand même l'impression qu'historiquement, on reste à des niveaux assez élevés. Alors après, pour se faire un autre moyen d'essayer de savoir si ce type de valorisation en pi est élevé ou pas, c'est de se poser la question par rapport à un investissement qu'on pourrait faire soi-même. Je trouve que c'est une bonne méthode. Euh, donc, quand on a un PI à 30, qu'est-ce que ça veut dire si on achète une société à ce prix-là? Ben, ça veut dire que globalement, euh, euh, pour pouvoir récupérer votre argent simplement en récupérant les bénéfices nets de cette société. Donc imaginons qu'elle soit non cotée, que vous puissiez récupérer sous forme de dividendes tous les bénéfices nets. Eh bien, il vous faudrait 30 ans. Donc je pense que c'est le genre de choses à avoir en tête quand vous essayez d'analyser ce genre de ratio. C'est vraiment une durée excessivement longue. Donc moi personnellement, si j'achetais une société, très clairement, j'essaierais d'avoir un ratio de valorisation PI qui soit, si possible, inférieur à 5, ou alors il pourrait être un tout petit peu supérieur à 5, mais pas beaucoup plus, tout simplement parce que, à mon échelle, au-delà de 5, 6, 7 années, je trouve que le retour sur investissement est beaucoup trop long. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de garder toujours en tête ce genre de raisonnement quand vous analysez les niveaux des pays. Alors si on regarde maintenant ce qui s'est passé récemment sur l'évolution des pays, donc là vous voyez on est à autour de 30 à peu près sur les pays, et c'est vrai qu'on a entamé une baisse, on était parti au-delà de 35, mais on a entamé une baisse qui est due, donc les résultats n'ont pas varié, hein, c'est simplement dû à la variation à la baisse du S&P 500. Donc, vous le voyez ici, qui, eh bien, depuis le début de l'année 2022, a environ perdu 20%. Compte tenu du fait, je pense que principalement, la raison de la baisse est liée au début des signes d'inflation, hein, qui aujourd'hui sont assez clairs et qui l'inflation semble persister. Donc on verra comment ça évolue. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez quand même que sur une longue période, euh, sur le S&P 500, on est quand même sur une forme exponentielle, hein, soyons clairs, malgré la petite baisse qu'il y a eu ici. Donc voilà, c'est toujours intéressant, encore une fois, de regarder les courbes sur des très longues périodes. Après, si on veut essayer de se faire une idée sur ou sous-valorisation du marché aujourd'hui, il y a deux autres indicateurs que je voulais vous montrer. Donc, il y a celui-là qui est donc un indicateur qu'on peut trouver sur le site de Fred, hein. Il y a vraiment énormément de données économiques. Donc là, en fait, c'est les actions qui sont détenues par les ménages qu'on compare, on divise par le disposable personal income. Donc ça, c'est le revenu après avoir payé les taxes pour les ménages. Donc voilà, on considère qu'il devrait y avoir une espèce de relation, ce qui paraît cohérent, entre l'argent que gagnent les ménages et les actions qu'ils possèdent. Donc là, vous voyez qu'aujourd'hui, on est quand même, donc je vais mettre jusqu'à ici, voilà, on n'avait pas toute la période, donc jusqu'à 2022. Et donc vous voyez qu'ici, on est vraiment à des sommets historiques, et là, pour le coup, depuis les années 1950, hein. Donc la partie numérateur, c'est la valorisation des actifs détenus par les ménages. Et ça, c'est vraiment un indicateur qui est souvent un suivi, hein, pour essayer de déterminer si les marchés sont sur ou sous-valorisés, hein. Donc là,
On a plutôt un indicateur qui tend à nous montrer qu'on est survalorisé aujourd'hui. Et l'autre indicateur qui est souvent utilisé, c'est celui-là. Donc on va diviser la market cap. Donc là, en l'occurrence, c'est pour le Wilshire 5000, hein, donc une grande partie des actions américaines divisées par le PIB américain. Hein. Donc là, c'est la même idée. Il devrait y avoir, et ça paraît assez cohérent, une relation entre la valorisation des actions américaines et le PIB, et la valeur ajoutée qui est créée par les entreprises du pays. Et donc là, vous voyez qu'aussi, on est quand même à des niveaux, alors on n'est pas au plus haut, hein, on était au plus haut au cours de, justement, hein, fin de l'année 2021, et donc il y a eu la baisse, hein, un début de baisse des cours du S&P, donc là on est redescendu, mais on est toujours à 160, alors que pour cet indice, la moyenne se situe à peu près, donc on le voit autour de 85-90. On est quand même aussi sur cet indice qui est très souvent utilisé pour déterminer la sur ou sous-valorisation des marchés. Là aussi, très clairement, il nous indique une, euh, une survalorisation actuelle des marchés. Alors maintenant, ce que j'ai voulu faire, c'est une simulation justement sur le marché américain euh, pour essayer de voir un petit peu où dans les mois et les années à venir pourraient nous amener ces pays et quelles conséquences ça pourrait avoir sur les niveaux les cours de bourse des actions américaines. Donc là, l'hypothèse que je fais, c'est que globalement, on a une récession clairement qui est en train de commencer aujourd'hui aux États-Unis et en Europe, et une période inflationniste qui a commencé et qui pourrait perdurer. Donc là, je fais l'hypothèse effectivement qu'on rentre dans une récession et qu'on a une inflation qui persiste un petit peu dans les mois et les années à venir. Dans ce genre de situation, on peut se dire que le marché va plutôt faire diminuer les pays et revenir sans doute vers des niveaux un petit peu plus raisonnables. Comme je disais, historiquement, notamment sur la première phase, jusque dans les années 90, on était plutôt en moyenne à 15. D'ailleurs, vous le voyez, hein, ici, ils ont fait la médiane, donc ils sont assez proches de ça. Donc dans ma simulation, je propose de dire ça, qu'on va aller revenir vers un niveau à peu près de 15 au niveau des pays. Donc c'est ce que j'ai modélisé ici dans ce fichier. Donc vous voyez, on part de la situation actuelle, on est environ à 30, hein, donc sur le marché américain. Et donc on va aller vers un PER de 15. Donc dans les trois scénarios que j'ai fait, on va vers un PER de 15 et avec trois options possibles, trois hypothèses possibles sur l'évolution des résultats. Donc une récession pas très forte, et donc on a simplement une petite contraction des résultats à -5. Et puis après, deux scénarios un petit peu plus, où il y a une baisse un petit peu plus importante des résultats, à -15 et -30. Et donc ensuite, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai cherché à calculer quel devait être le nouveau prix des actions pour arriver à ces PER, hein. Donc ici, vous voyez les formules. Et donc, euh, et donc ici, j'ai calculé la baisse du cours que cela devait impliquer donc, par rapport à la valeur d'aujourd'hui. Donc là, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fonction des hypothèses, pour arriver à ce PER de 15, ça correspond à une baisse des cours pour le S&P, hein, donc le marché américain, compris entre 53 pour une diminution de -5 à 65% de baisse, hein, donc quasiment les deux tiers, pour une baisse des résultats de 30%. Donc voilà pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Donc c'est encore une fois, c'est pas, si on prend par exemple le premier scénario, c'est quand même pas des hypothèses excessivement agressives. On a une petite diminution des résultats, et pour le PER, on revient à des niveaux qui historiquement sont des niveaux en réalité moyens sur le PER. Et vous voyez que voilà, cela peut avoir un simple retour à une certaine normalité, peut avoir des effets très très forts sur la variation du cours des actions.
Donc après s'être focalisé sur les États-Unis, on va regarder maintenant les autres pays du monde. Donc là, vous voyez sur ce site, c'est assez intéressant parce qu'on peut visualiser le CAP, c'est-à-dire le Shiller P ratio par pays et regarder des comparaisons entre pays. C'est ce qu'on va faire. Alors ici, vous avez donc pour l'instant en bleu, vous visualisez les États-Unis et en rouge, on visualise l'Europe. Donc là, vous voyez que c'est intéressant. Il y a déjà une grosse différence, hein, entre les deux pays qui est apparue à peu près à partir de la fin de la crise des subprimes, hein, qui s'est accentuée depuis. On est donc autour de 31 aux États-Unis dans ce calcul et seulement 21, un pays de 21 en moyenne en Europe. Donc vous voyez, il y a quand même une différence assez significative. On ne peut pas dire qu'on soit ultra bon marché en Europe, mais quand même, on est à des niveaux, nettement inférieurs. Alors on va regarder maintenant d'autres pays. On a toujours là en bleu les États-Unis. Regardons par exemple une comparaison avec l'Asie. Donc si je vous propose de regarder la Corée, la Chine et Singapour. Donc là vous voyez que en fait ils sont tous un peu dans le même canal, en tout cas ces dernières années. Et donc on les retrouve aujourd'hui entre, vous voyez, 12,5 et 14,4, 12,5 pour la Chine et 14,4 pour la Corée, donc tous dans une fourchette quand même assez proche. Et si on vient regarder par exemple le Brésil, donc là on va être aussi sur des niveaux assez proches, hein, à 15,2. Donc vous voyez, c'est quand même nettement plus bas en termes de multiples que, euh, que les États-Unis. On revient un petit peu dans la moyenne de très long terme qu'on avait aux États-Unis. Et ensuite, si vous cherchez un petit peu et vous regardez dans des zones un petit peu plus proches de l'Europe, donc Europe de l'Est, on va prendre Pologne et Turquie. Et donc là, vous voyez, vous avez quand même des ratios beaucoup plus attractifs. Donc on est à 9,1 pour la Pologne et à 8,3 pour la Turquie. Donc là, par contre, les écarts commencent à être très élevés. Donc pour vous dire, par rapport à ce que je fais moi en termes d'investissement, souvent, donc bien entendu, le PER fait partie des principaux ratios de valorisation que je regarde. Et c'est vrai que je considère personnellement que on a un PER qui commence à devenir attractif effectivement en dessous de 10 et très attractif en dessous de 7 à peu près. Donc, bah, vous voyez que c'est effectivement, ça commence à être intéressant sur ces marchés-là. Alors, comme il y a des risques de début de récession, bah, il faut faire attention, hein, ça peut aller un petit peu plus bas. Mais dès aujourd'hui, il y a très certainement bah, des titres qui sont intéressants sur ces marchés. Moi, j'en possède certains. Pour vous dire, j'ai fait une recherche donc, sur une base de données que j'utilise pour aller chercher des sociétés. Et par exemple, en Pologne, aujourd'hui, si vous faites une simple recherche sur les sociétés cotées en Pologne qui vont avoir un PER inférieur à 7, vous en trouvez quand même 40. Donc c'est pas négligeable et ça veut dire que voilà, il y a toujours des opportunités, même aujourd'hui, vous pouvez trouver des opportunités, mais il faut arriver à sélectionner correctement les marchés. Et c'est vrai que je donne l'exemple de la Pologne parce que c'est un pays, mais c'est vrai qui est plutôt stable. Donc là, j'ai mis quelques chiffres ici pour la Pologne. Vous avez par exemple le niveau de croissance du PIB ici, qui est quand même bah, un peu plus élevé que pour les pays plus à l'ouest en Europe. Vous avez notamment, c'est ça qui m'a marqué, un taux de chômage qui est quand même très faible, avec une tendance à la baisse très nette, hein, y compris ces deux dernières années. Et, euh, et effectivement, des dépenses en termes enfin une dette gouvernementale par rapport au PIB
qui est là aussi très nettement inférieur hein, au taux qu'on peut avoir dans les pays d'Europe de l'Ouest, où on est très largement supérieur à 100%, alors que là, dernièrement, on est plutôt autour de 54%. Voilà, pour la Pologne. Alors, tout n'est pas parfait, hein. Vous avez par exemple la balance commerciale qui a pas mal chuté ces derniers temps, notamment parce qu'ils n'ont pas d'indépendance énergétique, et donc ils doivent importer pas mal d'énergie de l'étranger. Mais néanmoins, ça reste, voilà, ça reste un pays assez stable et où on peut trouver très certainement de belles opportunités. Donc, pour vous résumer cette vidéo en 3 points, ce qu'on a pu voir avec l'analyse des PER, c'est que tout d'abord, aux États-Unis, aujourd'hui, une analyse historique des PER fait ressortir que clairement, on est dans une situation de survalorisation des marchés. On est proche aujourd'hui des plus hauts en termes de PER. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut bien avoir compris, c'est que quand on est dans une situation économique où il y a de l'inflation qui arrive ou qui est en cours, et également une récession qui arrive ou qui est en cours, à ce moment-là, cela va avoir tendance à contracter les PER, hein, les faire diminuer plus ou moins significativement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans cette situation, on a de l'inflation qui a déjà commencé depuis le début 2022, et en plus, on a des signes de plus en plus forts de début d'entrée de récession. Je vous montre le tout dernier, donc il vient d'être publié par la Fed d'Atlanta. Donc vous voyez, c'est tout récent, 30 juin 2022. C'est ses estimations pour le deuxième trimestre 2022. Et là, ils viennent tout juste de basculer en territoire négatif, ici, à -1, sachant qu'on était déjà à -1,6 pour le premier trimestre 2022. Donc, compte tenu du fait que par définition, on rentre en récession lorsqu'il y a 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, eh bien là, c'est un signe, encore un, qui tend à prouver qu'effectivement, on va basculer en récession dès maintenant aux États-Unis. Donc ça, c'est un point très important parce que justement, ça veut sans doute dire que les PER, comme on l'a vu, ont commencé à se contracter, vraisemblablement, à mon avis en tout cas, ils vont continuer à se contracter, notamment aux États-Unis. Le dernier point qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que quand on analyse les PER, on voit qu'il y a de grandes disparités entre les pays, hein. Et donc ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet d'aller arriver à identifier des zones géographiques qui vont être mais un petit peu plus pertinentes pour aller chercher des opportunités. Donc personnellement, moi, c'est ce que je fais quand je cherche de nouvelles opportunités. Ben, je cherche des pays dans lesquels, par exemple, on peut trouver des PER en moyenne qui vont être inférieurs à 10. Et dans ce cas-là, ben, je vais creuser ensuite un petit peu plus au sein de ces pays pour trouver de belles actions. Si vous avez aimé cette vidéo et son contenu, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en savoir plus sur la gestion d'un patrimoine en actions et sur les sociétés dans lesquelles j'investis, vous pouvez vous inscrire directement à ma newsletter mensuelle gratuite. Le lien se situe juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.